Il y a eu erreur sur la personne lorsque le jury a décidé de me donner le prix. C'est à toi qu'on aurait dû le donner. Parce que je suis arrivé ici à Bordeaux, je me rappelle, quand nous avons lancé la route de l'esclave en 1994, et que nous voulions mettre fin au silence historique et à l'invisibilité des victimes. Bordeaux a été une des villes que nous avons essayé de visiter, de faire bouger. Il y a eu des résistances fortes. C'est là que j'ai appris qu'il y avait quelqu'un, Alpha Diallo, qui, tout seul, était en train de s'agiter. Il avait une très mauvaise réputation, l'agitateur, etc. Radical, on l'appelait à l'époque. Donc c'est à temps qu'on aurait dû remettre le prix. Mais je vais essayer d'être bref parce qu'il y a un proverbe bantou chez nous qui dit que quand tu fais un discours, aie pitié pour ceux qui écoutent. Donc je vais ramasser quelques réflexions parce que je crois que parfois le problème que nous avons, c'est de savoir de quoi nous parlons et où nous allons. De quoi parle-t-on avec cette cérémonie, ce que vous êtes en train de faire? L'esclavage, d'abord. Il faut dire tout de suite et rappeler, parce qu'il y a un malentendu qui conforte les raciologues. L'esclavage est un phénomène universel qui a touché tous les peuples dans tous les continents à travers l'histoire. L'esclavage, pendant la plus longue durée de l'histoire, n'a pas été racialisé. C'était le captif qui était esclave et qu'on esclavagisait. C'est à partir du commerce triangulaire et de l'appétit d'or, de coton, de diamants, etc., que ce que j'appelle moi le nuage noir qui a accompagné le voyage de départ de Christophe Colomb a commencé à aller dans deux directions. D'abord le nuage noir qui est parti vers l'Amérique du Sud. Et j'attire votre attention sur le langage. Parce que nous y avons aussi travaillé. Le langage n'est pas neutre. Parce que vous auriez dit Amérique latine. Je ne le dis jamais. Parce que quand vous dites Amérique latine, vous reconnaissez qu'un continent où vivaient des peuples pendant des millénaires, avec leur ciel, leurs amours, leurs dieux, leur identité est latine, elle est celle des conquistadors. Donc, c'est reconnaître indirectement un génocide identitaire. Amérique latine. Les mots ne sont pas de cette époque, aucun mot n'est neutre. Donc, un nuage noir vers l'Amérique du Sud, qui a abouti, comme nous le savons, au fait que des populations indiennes entières ont disparu. Il n'y en a plus, il n'y a pas un seul survivant. Donc d'une violence absolument inouïe. Et l'autre nuage est parti vers l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Tout simplement parce que c'était le continent qui était en face des terres où la rapacité et la gourmandise avaient fait qu'il fallait aller exploiter là et prendre des richesses. Et le fait que l'Afrique pratiquait déjà un esclavage traditionnel, ancien. Dans ma famille, on l'a pratiqué aussi. Et donc, c'est pour légitimer que les Noirs sont apportés de l'autre côté, dans les Amériques et les Antilles, que ce nuage noir s'est abattu sur le continent africain, qui a duré donc 4 siècles. Donc, ce dont nous parlons au Carrefour, c'est une histoire longue et profonde et complexe. C'est ce que Jean-Michel Deveau, il a été cité tout à l'heure, a appelé, je le cite, la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Ce n'est pas mes mots, ce sont les mots de Jean-Michel Deveau. Pesez-les bien. Historien, qui a travaillé pendant des années, que c'est la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Par sa durée et son ampleur. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a racialisé l'esclavage. Mais les esclaves ont existé dans tous les continents. Ceux qui ont pris l'Égypte, l'ont gouverné, les Mamelouks étaient des esclaves turcs.
Il y a eu des Africains qui ont été des sultans dans les terres de l'Inde, etc. Et donc, ce dont nous parlons, c'est ce fait massif-là. Mais nous savons que ce fait massif, on ne peut pas l'aborder, que ce n'est pas un fait silencieux. Elie Wiesel, qui est un penseur juif, en parlant de la Shoah, a dit que le bourreau tue toujours 2 fois. La deuxième fois par le silence. Tous les bourreaux, quelle que soit la forme de leur domination, ils utilisent la violence, mais la première arme absolue, massive, c'est le silence historique. Et donc, nous parlons de ce fait massif, et qui est marqué par le silence historique, mais aussi l'invisibilité de ces victimes. Tout simplement parce que les millions, les historiens ne chignent pas sur les chiffres 20, 12. L'océan Atlantique est un immense cimetière. Imaginez les gens capturés dans les villages, les combats, vendus par les féodaux africains, parqués dans des forts des côtes, dans des conditions abominables, embarqués dans des navires affrétés par des marchands à qui les royaumes avaient donné la naissance, enchaînés comme des sardines, enchaînés pendant des semaines, sinon des mois. Et les historiens disent que sur un esclave, mis en esclavage, il faut être attentif au langage. Ils sont mis en esclavage, ce ne sont pas des esclaves. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de descendants d'esclaves. Il faut dire descendants de personnes mises en esclavage. Sur un qui arrivait vivant, il y en avait 5 ou 6 qui étaient morts dans les océans. Donc, nous parlons d'une tragédie absolue. Et donc, comment parler de cette tragédie? Alors, c'est là qu'on aborde l'autre dimension, parfois, de notre rencontre d'aujourd'hui et du travail que vous faites. Mémoire. Mémoire de cette immense tragédie. Mémoire de quoi? D'abord, mémoire des faits. Des faits. Qu'est-ce qui s'est passé pendant si longtemps? Je parle de cet esclave transatlantique, du 15e au 20e siècle. Les faits. Et nous savons que ces faits ont été absolument mis en silence de manière extrêmement organisée. Il fallait effacer les faits. C'est le mot de Elie Wiesel, que le bourreau tue toujours 2 fois par le silence. Qu'avez-vous appris dans vos livres d'histoire sur ça? Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Et donc, quand on parle de mémoire, il y a d'abord la nécessité qu'on sache ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Et quelles en sont les conséquences actuelles? Et donc, la mémoire est un processus. Et nous savons que la mémoire a été aussi instrumentalisée par ceux qui ont perpétré ces crimes. Ce que Christian Taubira a obtenu en France d'abord, et là, il faut Pierre-Yves saluer la France parce que c'est le premier pays qui a déclaré l'esclavage, crime contre l'humanité, grâce à Christian, qui s'est battue toute seule. Son partenaire ne la soutenait pas à l'époque. Et donc, comment connaître ce crime contre l'humanité? Et donc, c'est ce que Édouard Glissant disait, que c'est un crime sans punition. Et la première punition, c'est la mémoire. Donc, pour ramasser tout ça et dire les défis auxquels vous faites face, et que nous tous nous faisons face, et que nous, à l'UNESCO, on a voulu faire face. Comment briser le silence et enlever les victimes de l'invisibilité? Parce que il y a une double carte actuelle. La carte de la marginalisation sociale, économique, politique et culturelle actuelle, contemporaine, coïncide avec la carte de ceux qui ont été victimes de cette tragédie.
les deux cartes sont très profondément. Donc, nous ne parlons pas, en parlant de mémoire, d'une histoire passée. Et nous savons que l'une des manières par lesquelles on a voulu neutraliser cette histoire, approfondir le silence, c'est réduire la mémoire à la commémoration, c'est-à-dire l'acte ponctuel par lequel on se rassemble, on fait quelques discours et le reste. Mais ce qui n'a pas été fait en profondeur, et c'est sur quoi nous travaillons, et Carfa vous travaillez, c'est d'interroger ce que signifie la mémoire. Moi, dans le travail que j'ai fait en tant que rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme, j'avais mandat d'enquêter sur le racisme dans tous les pays du monde. J'ai enquêté du Brésil, de la Russie, au Japon, partout, etc. Nous avons fait un travail absolument approfondi. Et dans l'organisation que je préside, la Coalition internationale des sites de conscience, tout le travail que nous avons fait nous révèle que la mémoire est absolument à revisiter et qu'elle comporte parfois 4 dimensions. Et c'est ça l'un de nos défis. La mémoire, c'est d'abord documenter les faits, documenter le crime, le documenter. Il ne s'agit pas de dire c'est mal, c'est affreux, c'est affreux. Il faut documenter le crime, documenter les faits. Et c'est là le rôle des historiens et c'est là l'importance fondamentale de la fondation. Mais la deuxième étape de la mémoire, Carfa, c'est quelles sont les causes profondes des faits de l'esclavage. L'esclavage ne vient pas du cosmos. Elle a été une construction. Quelles sont les valeurs qui ont amené des êtres humains à le pratiquer par gourmandise matérielle, économique. Donc, la deuxième dimension de la mémoire, c'est l'interrogation sur les valeurs sous-jacentes à l'esclavage. Comme on cache ça. Millions de morts. Jetés dans l'océan Indien. Les violences des Amériques, les Antilles, qui marquent profondément cette société. Et donc, l'interrogation sur les valeurs de cette histoire font partie de la mémoire. Or, cette partie, elle est occulte. Il faut y revenir. Parce que il y a plusieurs dimensions de l'esclavage qu'on retrouve actuellement. Sa première dimension, elle était économique. N'oubliez pas qu'elle était économique. Il s'agissait d'exploiter. Au départ, il n'y avait pas de racisme. On ramassait des prisonniers après que Christophe Colomb ait découvert les Amériques pour les amener parce qu'il y avait de l'or, il y avait beaucoup de choses, de coton, il y avait des richesses à ramener au royaume et aux riches de l'époque. Et donc, c'était économique, exploiter, s'enrichir, économique. Et ce facteur économique, la première interrogation éthique, est-ce que, donc la gourmandise, l'appétit, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? C'est une question qu'on doit se poser. La deuxième dimension de l'esclavage, c'est la décision pour s'enrichir pour l'économie, qu'on transporte des populations de continents à d'autres. Alors cette exploitation humaine, est-ce qu'elle existe ou non actuellement? Deuxième interrogation éthique, cette valeur. Et la troisième dimension maintenant, elle est très importante, Carfa. Parce que quand nous parlons d'esclavage, nous parlons de deux choses. Un, les faits matériels historiques, les bateaux. Dans les personnes mises dans les fonds de câble, les forts sur les côtes, les champs de coton des Amériques et des Antilles. Et nous savons que ces faits matériels ont disparu par le combat, d'abord des esclaves, des mis en esclavage. On n'a pas aboli comme ça. Ils sont restés debout du début à la fin. Et donc, c'est très important de s'interroger sur cette dimension-là. Mais cela signifie aussi que quand on parle de ce fait historique,
Les faits ont disparu, matériels. Mais l'idéologie qu'il a soutenue, c'est-à-dire le fait que presque un siècle, à peine après le début de l'exploitation des Amériques et des Antilles, on s'est rendu compte qu'on était en train de transporter des personnes qui avaient une couleur de peau. Et c'est là que la construction du racisme anti-noir, le racisme existe, elle a touché toutes les races. Mais la construction du racisme anti-noir, massive, profonde, à laquelle les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle, des Bouffons et tous ont contribué de manière extrêmement précise, et qui a fait que le produit qui était le plus demandé par les savants du Muséum d'histoire naturelle était des crânes. C'est là qu'on a inventé la crânologie comme discipline scientifique. Il fallait que les navires amènent des richesses, mais qu'il y ait aussi des crânes. Parce que les crânes permettaient de mesurer la taille des crânes, des oreilles, l'infériorité de ce qu'on était en train de mettre en esclavage. Et donc, nous avons affaire à cette massivité de construction par des savants. Mais pour légitimer une opération qui avait déjà commencé. Donc, le racisme a été une idéologie de légitimation d'une activité qui était purement au départ économique. Alors, ce que je veux dire encore comme avant-dernier point, c'est que cette idéologie de l'esclavage, qui a été sa fondation profonde, qui a fait qu'elle a été implantée en Afrique, mais surtout dans les Amériques et les Antilles, et où a été appliqué le code noir que Louis XIV a demandé à Colbert de rédiger pour légitimer tout ça et rendre l'exploitation plus rentable. L'esclave était défini comme un bien meuble. C'est la définition de l'animal dans le code noir. Donc, l'esclave était déshumanisé, sorti de l'humanité. Et c'est cette sortie-là qui a été construite par le racisme, d'une manière extrêmement profonde, d'une manière extrêmement durable, à travers l'éducation, la littérature, l'art, 4 siècles, où littéralement, tout ce qui était savoir et savoir-faire était mobilisé pour le faire. Donc nous avons affaire à quelque chose d'une très grande profondeur, et qui est tellement profonde que le racisme est quelque chose qui est pratiqué sans même que ceux qui le pratiquent sachent d'où ça vient. Mais profondément, ils ont été structurés. Et donc, c'est très important que dans le travail sur la mémoire, on aille de la documentation des faits. Combien, comment, quand, pourquoi, les valeurs, et arriver aux responsables. Qui l'a fait? Ce ne sont pas des martiens. C'était des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques. Et tellement profond que quelqu'un comme Voltaire, vous ne le savez peut-être pas, a investi une partie de sa fortune dans les comptoirs esclavagistes. Et Colbert a dit, ce qui n'est pas dans les livres enseignés dans les universités, que la membrane muqueuse du noir est telle qu'il est l'esclave naturel des autres. Et que Victor Hugo a dit que l'Afrique était une terre offerte aux Européens par Dieu. Et que donc, on pouvait bien. Donc, ce sont des faits profonds, documentés, mais que vous n'avez pas appris dans les écoles. Donc, nous avons affaire à quelque chose d'occulté. Donc, l'un des objectifs, c'est de déconstruire tout cela. Et c'est ce qui fait que le racisme a été le pilier, lui, durable. Les faits ont disparu, les bateaux. Mais le racisme structure encore les sociétés dans lesquelles elle a été appliquée. Et donc, en conclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, quel est l'impact actuel? Ce dont nous parlons est une histoire longue. Il y a le passé, mais il y a le présent. Et actuellement, beaucoup d'entre vous pensent que le racisme, en écoutant le Front National, l'extrême droite, dire que le racisme monte. Parce que les racistes font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit. Et c'est ce que aussi Brecht disait, comme je l'avais cité,
que le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde, pour parler du nazisme. Mais, moi, mon analyse que je partage avec vous, c'est que le racisme ne monte pas. Il sort du bois. Il sort du bois, il est forcé de sortir du bois. Il est forcé de sortir du silence et de l'invisibilité. Par le combat des victimes, par le combat des militants des droits de l'homme, par le combat sur le plan du droit, de la philosophie, de la réflexion, etc. Et littéralement, ce combat-là a amené les racistes à littéralement, parce que le racisme, moi j'étais rapporteur spécial, le racisme a longtemps marché invisible dans le silence. Et donc, il sort du monde. Donc, ce que nous vivons actuellement n'est pas une montée du racisme, c'est très important. Parce qu'accepter l'idée que le racisme monte, c'est délégitimer le combat des millions de gens blancs, noirs et autres, qui pendant des siècles ont combattu le racisme. Non, ils se sont battus et leur combat n'a pas été inutile. Ce à quoi nous assistons donc, c'est que le racisme est en train de sortir du bois. Et ce à quoi nous assistons donc, pour le résumer, c'est rappeler que nous sommes dans des sociétés multiculturelles. Toutes les sociétés du monde le sont. Les dominations sont des vases communicants qui littéralement créent le multiculturalisme, la diversité, mais une diversité hiérarchisée, refusée. Et donc, c'est très important de savoir que ce qui est en train de se passer n'est pas une montée du racisme, mais l'accouchement de nouvelles identités plurielles, multiculturelles, en France, en Hollande, au Sénégal, partout. L'histoire a produit des sociétés multiculturelles, inégales, dominées. Et donc, la lutte des victimes, des démocrates, des combattants pour les droits de l'homme, est de transformer cette situation. Et donc, nous assistons actuellement à un accouchement. L'accouchement d'identités plurielles. Tous les accouchements sont douloureux. Et donc, voilà où nous en sommes. C'est très important que ce message-là parte pour que ceux qui combattent pour le contre-racisme aient de l'espoir et sachent que leur combat n'est pas inutile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.